Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une lampe Pipistrello. Donc, c'est la lampe que vous voyez ici à l'écran. Alors, on va pas reproduire exactement la même lampe et surtout, ces lampes-là sont bien évidemment sous licence, donc on ne va pas recréer exactement la même, mais quelque chose qui ressemble avec un système d'ampoule un petit peu différent, puisque les lampes Pipistrello sont équipées souvent de sources LED qui sont non modifiables, ou alors elles sont équipées pour les plus anciennes, puisque c'est une lampe qui date de 1965, d'ampoules traditionnelles à incandescence. Donc nous allons faire une version en 12 volts, que nous allons pouvoir alimenter avec des ampoules G4. Le fait de travailler sur du 12 volts, ça va nous permettre évidemment de pouvoir l'utiliser dans à peu près tous les espaces et de pouvoir l'utiliser bien sûr si on a des enfants, si on a des animaux de compagnie, et cetera, et cetera. Voilà, tout là où on a un risque, hein, eh bien, on va pouvoir l'utiliser directement comme ça. Alors, vous pouvez bien sûr le réaliser différemment pour utiliser par exemple des ampoules 14. Je pense que sur du E27, ça va être un peu gros. Ou tout simplement en utilisant une autre source lumineuse que vous utilisez en corolle. Ça va fonctionner très bien. Donc là, nous allons modéliser ça sur Fusion en plusieurs pièces pour pouvoir le faire en impression 3D. Nous voici donc dans Fusion. Alors, remarquez que mon Fusion nécessite encore une mise à jour. Il y a énormément de mises à jour de Fusion en ce moment. Donc, on va tout simplement lui demander, voilà, une mise à jour est prête à être installée. On l'installera à la fin de la vidéo, puisqu'on va pouvoir s'en servir. Donc, là, on va commencer par faire l'abat-jour, qui est la partie la plus complexe. Et ensuite, on va tout simplement réaliser ensuite le pied. Donc, on va commencer. Alors, l'abat-jour, donc, il peut paraître un petit peu compliqué avec ce système de quadruple parachute. En fait, c'est finalement pas si compliqué que ça. Donc, on va faire une esquisse sur le plan horizontal. Donc, on va se mettre sur le haut et on va demander une esquisse. Alors là, ce que je vais faire, c'est que, d'ailleurs, j'ai fait une petite bêtise. Avant de faire mon esquisse, je vais faire deux pièces différentes. Hop, je vais terminer mon esquisse. Je vais ici, donc, faire une première pièce qui va s'appeler pied et une deuxième pièce qui va s'appeler eh bien abat-jour. Alors, donc ici, tout simplement, je vais ici faire un nouveau composant. Donc ce composant-là, interne, je vais l'appeler abat-jour. Là, activé. Et ici, ensuite, je vais faire un nouveau composant ici. On va appeler pied. Voilà. Donc là, on va travailler sur l'abat-jour. Alors celui-ci, il est ancré, c'est pas bien grave. Alors, je vais me poser donc sur le plan de haut. Hop, et je vais créer donc une esquisse. Alors, mon esquisse, je vais donc faire une partie des éléments. Donc, j'ai besoin de deux cercles. Un cercle de diamètre 7,5 et un cercle de diamètre 36,80. Donc, 7,5, 7,5 mm. Et ensuite, un deuxième cercle concentrique de 36,80. Pas du tout. Voilà. Alors, si on n'a pas réussi à mettre la dimension, tout simplement, il suffit de supprimer la cote qui est ici. On clique dessus, on clique sur supprime, puis ensuite, on va faire une cote d'esquisse. Ça fonctionne très bien. Après, je vais créer mes lignes. Donc, toujours, je m'accroche ici. Alors, toujours la même chose, hein. Si, quand on s'accroche pas bien, c'est inutile de refaire les opérations. Il suffit tout simplement de rajouter les éléments manquants, hein. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Voilà, hop.
Ici, j'ai besoin de ça. Voilà, je modélise en même temps. Là, ici, je veux que ça soit là, là. Là, ici, je fais une descente. On va mettre des cotations après, hein. Là, ici, hop, je descends comme ça. Tac. Voilà. Et voilà. Alors, c'est très important dans Fusion de ne pas surcharger, hein, en contrainte. De toute façon, Fusion nous indiquera. Si à un moment, vous vous retrouvez coincé avec le Fusion qui vous dit que l'esquisse est sur contrainte et qui vous empêche de faire ce que vous vouliez, c'est pas très grave. En fait, il suffit de supprimer les contraintes en trop. Voilà, il faut bien penser à ne pas conserver les contraintes en trop. Donc là, 7 mm. Ici, entre là et là, mm. La totalité entre ici et le gizmo, c'est 120 mm. Là, au fur et à mesure, mon esquisse devient de plus en plus contrainte. C'est pour ça qu'elle passe du bleu au noir. 120 mm de l'autre côté également. Voilà. Alors j'ai un petit peu oublié de faire cette ligne. Pas de problème. Ici, comme vous pouvez le constater, la ligne, elle est contrainte, donc elle est perpendiculaire à la ligne de gauche, mais pas la ligne de droite. Oui, mais la ligne de droite est déjà perpendiculaire à une ligne qui est perpendiculaire à une ligne qui est perpendiculaire. C'est un peu le principe des maths où on a un théorème qui nous dit que deux parallèles à une même troisième sont parallèles entre elles. C'est le même principe sur fusion. On n'a pas besoin de mettre des contraintes lorsque ces contraintes ne nous apportent rien. Là, ici, je vais indiquer la dimension de 7 mm. Et en fait, là, l'esquisse est totalement contrainte. Donc là, ce que nous avons fait, c'est tout simplement les limites de notre quart de parachute. Et ici, c'est tout simplement l'accroche centrale. Maintenant, on va faire le bord de notre parachute. Donc, on va remettre encore un cercle. Tac. Ici, je vais mettre un cercle qui fait 240 mm de diamètre. Donc, évidemment, il vient de toucher ici, hein, puisque c'est 120 mm de rayon, 240 mm de diamètre. C'est la même chose. Et ensuite, je vais tout simplement supprimer la partie qui ne me sert à rien, c'est-à-dire ici, je vais ajuster, puisque vu que je veux travailler uniquement sur des quarts de cercle, j'ai pas besoin du reste. Là, j'ai une petite alerte de fusion qui m'indique que des contraintes ou des codes ont été supprimés au cours de l'opération. C'est tout simplement parce que, bien sûr, j'ai toutes les contraintes qui sont liées au cercle. Là, il n'y a pas de problème, puisque quand on regarde ici, on reste totalement contraint, hein. Tout est noir, donc c'est bon. Ensuite, je vais cocher la fonction esquisse 3D, qui est ici. La fonction esquisse 3D, c'est une fonction qui n'est pas très utilisée dans Fusion, qu'on utilise quand même beaucoup plus souvent dans des logiciels comme SolidWorks, et qui en fait nous permet de pouvoir réaliser une esquisse en n'étant pas sur un plan. Alors, je sais que ça peut paraître un peu antinomique, puisque le principe d'une esquisse, c'est de dessiner en 2D, et ensuite j'ai la 3D lorsque je fais des fonctions. Eh bien, en fait, on peut esquisser sur la 3D, et là, on va en avoir relativement besoin. Donc, je valide l'esquisse 3D, donc ce qui me permet de modéliser sur plusieurs axes. Là, on voit que, ici, là, on voit que mon curseur a changé, hein, puisque maintenant, on m'indique sélectionner. Alors ça, je l'enlève. Ah, je sors de là. Voilà. Hop. Et je vais tout simplement pivoter ma vue 3D pour me mettre comme ça. Voilà. Et je vais créer une ligne verticale à partir du centre. Alors là, on remarque que Fusion rame un peu, puisqu'en fait, il va chercher tous les points sur de la 3D. Là, je sais que je suis au centre puisque j'ai le triangle qui apparaît, et je vais tout simplement choisir sur quel axe je travaille. Donc là, l'axe bleu pour monter,
l'axe rouge pour aller à droite, l'axe vert pour aller vers l'arrière. Si certains se souviennent du SketchUp, eh ben, en fait, vous n'allez pas être dépaysé, puisque SketchUp fonctionne avec ces 3 axes, bleu, vert et rouge. La différence avec Fusion, bien sûr, c'est que SketchUp fonctionne tout le temps en 3D et n'a pas de mode 2D. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, je vais tracer une spline pour relier ce point ici, hein, de bord de... Ici, là, ce bord-là, voilà, cet élément-là, et ce bord-là. Alors pour tracer un élément qui passe ici, on ne peut pas utiliser un arc par 3 points, parce que ça ne va pas fonctionner correctement. On va donc utiliser une spline. Donc la spline, elle est ici, spline par point de lissage. Je vais venir m'accrocher ici, premier point. Ici, deuxième point. Et ici, troisième point. On va zoomer un peu pour éviter de faire des bêtises, hein. Alors, on va le refaire pour être sûr. Alors, il faut bien faire attention parce que le point de départ, c'est bien celui-là, hein. C'est pas le cercle. Il faut faire attention parce que quand on est sur une esquisse 3D, bien sûr, ça accroche partout, partout, partout. Tout est accrochant. Donc là, deuxième point. Et là, le troisième point qui est ici. Voilà. J'ai fait un double-clic pour valider la fin de ma spline. Ah, et là, logiquement, on a la spline. Les petits éléments que l'on voit en vert, c'est tout simplement les tangentes de la spline qui vont permettre à Fusion de pouvoir faire évoluer la spline. Alors là, on va pas le faire pour l'instant, mais ça va fonctionner quand même très bien. Alors, on va terminer en nettoyant l'esquisse. Alors, je vais me remettre sur le niveau haut. Je ne peux pas supprimer l'esquisse 3D, hein. Bien sûr, si je supprime l'esquisse 3D, je vais perdre ce que j'ai fait en 3D. Ça ne va pas fonctionner correctement. Donc là, je vais en revanche nettoyer un peu mon esquisse. Donc là, j'ai ça qui ne me sert pas. Toujours un petit avertissement pour me dire que j'ai des contraintes qui ont été supprimées. Là, j'ai ça. Et là, j'ai ça qui ne me sert plus. Voilà, là c'est bon, on est bon. Hop, ça ne me sert pas. Ça ne me sert pas. Voilà, on est bon. Là, on a bien de choses. Alors bien sûr, là par contre, mon esquisse se retrouve sous contrainte, hein. Tout ça c'est bleu, puisque une partie des contraintes était liée au fait qu'on ait des éléments complets. Donc, tout simplement, maintenant, j'ai plus assez de contraintes. Alors, c'est pas bien grave. On va rester comme ça. En revanche, il faut bien faire attention à ne plus toucher à l'esquisse. Et bien entendu, ce que je réalise sur l'esquisse ne sera pas paramétrique. Ça veut dire que je ne pourrai pas modifier de façon juste dans un fichier Excel, par exemple, les différents éléments. Il va falloir que je les modifie directement sur le plan. Voilà, je termine mon esquisse. Et maintenant, je vais aller créer un plan de décalage. Alors, mon plan de décalage, simplement, je me remets ici sur cet axe. Là, construire un plan de décalage. Le plan de départ, alors, hop, je dézoome pour avoir le bon plan, voilà. Et je vais faire un plan de décalage de 89 mm par rapport au plan de départ. Voilà, donc ça va représenter le haut de mon quart de parachute. Je vais ici sur ce plan. Alors je suis désolé pour les spécialistes de la marque, j'appelle parachute, hein, attention, c'est pas pour leur poser d'or, hein, bien sûr, c'est juste parce que je n'ai pas d'autres termes sous la main. Alors, je vais utiliser la fonction projeter. Donc, je vais aller dans créer, projeter, inclure, projection. Ça peut être une bonne idée de retenir le raccourci de projection. Alors là, je ne le montre pas puisque vous ne voyez pas mon clavier. Mais c'est peut-être une bonne idée de retenir que le raccourci c'est P, puisque la projection c'est quand même quelque chose qu'on utilise
souvent dans Fusion. Alors, je vais donc projeter les lignes de l'esquisse précédente. Donc, je vais projeter cette ligne-ci, qui est en deux étapes. Tiens, c'est étrange. Ok. Donc, j'ai une ligne ici, et j'ai une ligne ici. Alors là, qui elle est complète. Alors, ok, voilà. J'ai ces deux lignes à projeter. Et je vais projeter également ça. Voilà. Elle aussi ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Je vais projeter ça. Et ensuite, j'aurai juste à faire une ligne de construction à 45 degrés ici. Donc je valide ça. Là, ça apparaît en violet, donc ça veut dire que c'est bien projeté. Et ensuite, je vais créer une ligne de construction ici. Alors là, j'avais pas besoin d'une esquisse 3D. Mais bon, elle est restée esquisse 3D, c'est pas grave. Construction, voilà. Alors, sur une esquisse 3D, bien sûr, on peut dessiner en 2D, ça fonctionne très bien. Donc là, avec un angle à 45 degrés, là. Et ensuite, je vais faire un point ici. Donc je vais utiliser la fonction point. Alors la fonction point est une fonction, c'est pareil, hein, qu'on n'utilise pas très souvent. La fonction point, c'est tout simplement pour créer un point de repère, souvent pour aller d'un plan à un autre, ou pour aller sur une fonction qui va utiliser plusieurs plans. 40 mm. Ah. 40,8 mm d'ailleurs. Ah. Comme ça, c'est correct. Et j'ai tout ce dont j'ai besoin. Alors, là, on a récupéré tout ce dont on a besoin. On va récupérer aussi les deux lignes ici, au cas où on en ait besoin par la suite. Voilà. Et c'est bon. Alors, esquisse terminée. Maintenant, on va travailler en surfacique. Donc là, on voit déjà un petit peu la forme de ce que l'on veut faire. Ici, ça va être donc le bas de notre parachute. Ici, ça va être la pointe de notre parachute. On va avoir besoin de travailler donc de deux façons différentes. Une partie pour le bas, une partie pour le haut. Et pour ça, on va utiliser les fonctions de surfacique. Les fonctions de surfacique nous permettent de travailler autrement qu'en plan. Elles vont nous permettre de travailler entre autres sur des éléments qui sont entre guillemets tordus. Les outils de surfacique, on les reconnaît assez classiques. Donc l'extrusion, la révolution, le balayage, etc. qui sont des fonctions standards qu'on trouve aussi en volumique. Mais on a par exemple cette face qui s'appelle face fermeture. Comme son nom l'indique et comme c'est bien indiqué sur la petite tête qui est présente, elle va servir à fermer la face. Donc c'est bien ça qu'on va utiliser, face fermeture. Et on va donc aller sélectionner le contour. Alors attention, parce que le contour que je veux, c'est pas le contour avec le cercle, mais c'est le contour avec la spline. Donc là ici, on va récupérer ma spline. Et là, comme ça, ici, le contour. Donc là, ça a activé le chaînage. Alors, il n'est pas fermé. Encore un petit problème ici. Voilà. Et là, lorsque c'est fermé, comme on peut le constater, voilà, ici, ça fonctionne. Ça crée bien la phase de fermeture. Ici, j'indique que c'est un nouveau corps. Attention, c'est pas un nouveau composant, c'est un nouveau corps. Bien sûr, c'est un nouveau corps puisque j'en ai pas encore fait. Je valide par OK. Et ici, si on va regarder dans Abat-jour et qu'on regarde les corps, on voit que nous avons un corps surfacique. Les corps volumiques sont en bleu, les corps surfaciques sont en orange. Attention aux corps surfaciques, c'est très utile, c'est très pratique, mais en revanche, on ne peut pas les utiliser en impression 3D puisqu'en fait, ils n'ont pas d'épaisseur. C'est juste une surface, vous imaginez que c'est une peau. Là encore, les utilisateurs de fusion, de SketchUp doivent être habitués, hein, puisque dans SketchUp, rien n'a d'épaisseur. Et bien voilà, là c'est pareil, on imagine une sorte de micro feuille de papier, hein, qui fait juste une surface, et donc il va falloir bien sûr remplir après lorsqu'on va vouloir en faire un volume. Ensuite, on va créer la partie haute. La partie haute va être beaucoup plus facile parce qu'on a déjà la base.
Donc puisqu'on a déjà la base, on va utiliser une fonction de lissage. Donc l'outil de lissage est un outil que l'on utilise déjà en solide depuis bien longtemps. Donc il va nous permettre de créer une forme, il va faire la transition entre deux éléments. Alors lorsque on travaille en volumique, on fait la transition entre deux contours. Là, on va faire la transition entre deux surfaces. Donc celle-ci, en bas, voilà, contour 1, connecté. Et ici, le point qu'on a créé ici. Voilà. Alors là, par contre, on voit que la proposition qu'il nous fait n'est pas du tout adaptée. Autant en bas, c'est bien, c'est connecté, c'est correct. Autant en haut, évidemment, il nous fait une proposition qui est très, très nette, c'est comme son nom l'indique, et qui ne va pas nous aider du tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va changer ici, on va mettre en tangente. Ça va être tangent au point, c'est-à-dire qu'en fait, les éléments, les traits de construction, vous voyez, partent de façon tangentielle au point, hein, arrivent tangentiellement au point. Alors, arrivent tangentiellement, pas par rapport au point, mais par rapport les unes par rapport aux autres. Elles sont toutes tangentielles, donc là, la seule solution pour que ça soit tangentiel, c'est que ça arrive de façon horizontale. Voilà, elles arrivent toutes de façon tangentielle, et elles se connectent comme ça à ce fameux point. Donc là, ici, on est bon. Ça va forcément nous créer un nouveau corps. Puisque les deux corps ne sont pas fusionnés, bah, ça va forcément créer un nouveau corps. Donc on va faire OK, et on va avoir donc un deuxième corps surfacique. Alors ça m'arrange pas parce qu'évidemment il va falloir après que je fasse des opérations sur ce corps, donc ça m'arrange pas d'avoir deux corps surfaciques. Pas de problème, je vais les coudre. On a une fonction qui s'appelle réellement coudre. Alors c'est une fonction qui, si vous êtes habitué à utiliser SolidWorks, c'est une fonction qui s'appelle plutôt fusionner. Là dans le cas présent, c'est coudre. Donc on va créer une surface cousue. Alors ça existe d'ailleurs aussi sur SolidWorks, surface cousue. Et on va donc coudre ces deux éléments. Alors, pour les coudre, soit je les sélectionne, soit je les sélectionne là. Voilà. Hop, je les sélectionne les deux. Pour sélectionner les deux, j'ai utilisé la touche contrôle. Je peux mettre une tolérance. Alors la tolérance ici ne m'intéresse pas parce que de toute façon mes deux corps sont bien collés l'un à l'autre. Là ici j'ai donc 9 arêtes isolées, il a repéré 9 arêtes, et donc il a 9 arêtes à coudre, donc tout va bien. Le résultat de ça, c'est un nouveau corps, cette fois-ci volumique, puisque je remplis et je n'ai plus de surface vide, donc c'est un corps volumique. Si j'avais un trou, eh bien en fait je resterais sur un corps surfacique, ça ferait une surface qui fait le tour. Je valide par OK. Alors, là ici je récupère bien un corps volumique qui s'appelle donc corps 3. Et là, nous avons notre quart de parachute, tel que nous le voulions. Là, c'est exactement ce que je veux. Alors, juste pour terminer sur cet outil, on a la possibilité, hein, lorsqu'on fait une couture de surface, on a la possibilité également, en effet, de se retrouver avec des tolérances, puisque lorsque on a des coutures qui ne sont pas parfaites, eh bien, on peut donner à Fusion une tolérance. C'est ce qu'on va utiliser, par exemple, lorsqu'on va se reconnecter à des outils comme, par exemple, des maillages. Alors, comme à chaque fois, maintenant, on va nettoyer un peu tout ça. Donc, nettoyer, donc des congés. Alors, j'ai plus besoin d'être en surfacique pour l'instant. Je retourne sur solide. Congés. Alors, on va commencer par les congés extérieurs, parce que c'est les plus visibles. Donc, un congé là. Et un congé là. Voilà. Et on va être sur des congés qui font 10 mm. Ensuite, on va faire des congés à l'intérieur. Ici, un congé ici. Un congé ici. Sur des congés qui, cette fois-ci, vont faire 3 mm. Vite par OK. Alors, ensuite, on va faire outil coque. Ici. L'outil coque va nous permettre tout simplement d'évider la partie du dessous. Donc, hop, ici. Je vais prendre l'outil coque, sélectionner cette face. Et on va faire l'outil coque vers l'intérieur. Alors,
on va faire au minimum 3 millimètres de coque pour que ça soit solide. Là, bien sûr, ça va dépendre avec quoi vous imprimez. Si on imprime avec du PETG, logiquement 3 millimètres, ça va être suffisant pour être solide. Alors solide, bien sûr, c'est pour une résistance, qui dépasse un petit peu celle du verre. Si on souhaite, faire du très, très, très résistant, on peut aller jusqu'à 5 millimètres. Mais il faut se dire que plus je vais mettre d'épaisseur, déjà plus ça va être long à imprimer, et puis surtout, plus je vais mettre d'épaisseur, plus j'ai de risques que la lumière passe mal. Alors à moins de prendre un filament qui est très, 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 transparent, ça risque d'être moins efficace. Bon, après voilà, chacun son truc. Moi, j'ai tendance à considérer que 3 millimètres, c'est correct. Si vous trouvez que c'est trop peu, vous pouvez mettre 4 millimètres. Et pour les plus, fous, ou ceux qui ont des filaments qui sont extrêmement résistants parce que chargés, vous pouvez peut-être réduire à 2 millimètres. J'ai déjà vu d'autres, modélisateurs utiliser 2 millimètres et ça fonctionnait bien aussi également, même si moi, c'est pas mon truc. Voilà. Hop, donc là, je valide par OK. Alors ça peut être un petit peu long, vous voyez? Parce qu'en fait, c'est une fonction, qui nécessite à Fusion de calculer un petit peu. Voilà. Ensuite, on va créer une esquisse sur le plan vertical, cette fois-ci. Donc je vais sur Esquisse et sur le plan vertical. Voilà. Tac. Et on va projeter les lignes de la première esquisse. Alors, on va projeter la première ligne d'esquisse. Donc là, on va projeter la première ligne d'esquisse qu'on récupère en bas. Donc là, on va faire projeter. Et on va projeter cette première ligne. Alors, si on la voit pas bien, un petit tour ici. Voilà, pour la récupérer. Ça peut être pas mal. Et il va falloir que j'aille la récupérer jusque là, hein, jusqu'au centre. Donc, hop, on revient sur le côté gauche. Et on va prolonger ça donc jusqu'au centre. Hop, là. Alors, je vais enlever l'esquisse 3D, puisque là, j'en ai vraiment pas besoin. Et pour être un peu plus tranquille, je vais masquer le corps. Voilà, donc là, je vois uniquement la fameuse ligne. Là, ici, je vais m'assurer donc de la taille. Donc là, en fait, ici, je peux prolonger. Voilà, je vais prolonger. Voilà, je vais prolonger également ici. Voilà. Alors ensuite, on va faire une ligne verticale. Fait 56 millimètres. Voilà. Ensuite, ici, alors, on va ajouter un point qui est quelque part là-dessus et qu'on va positionner avec le gizmo. Enfin, à 100 millimètres, pardon. Voilà, donc il est là. J'avais peut-être pas besoin d'ailleurs de prolonger autant, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, on va pouvoir faire une spline qui va aller entre ici et le point. Donc, ici, je vais utiliser l'outil spline entre ici et le point. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ma spline, je vais lui mettre une contrainte ici pour qu'elle soit verticale. Alors, horizontale, pardon. Là. Hop. Alors attention, sur les splines, les contraintes ne se font pas sur la spline en elle-même, mais sur ses tangentes. Donc si vous n'arrivez pas à attraper les tangentes, eh bien, il faut directement aller les chercher. Voilà, là, c'est bon. Ici, donc, je vais mettre une contrainte verticale là.
Donc là, ici, non. Là, rechoper la spline. Voilà. J'ai pas besoin qu'elle soit verticale d'ailleurs, ça sera pas mal comme ça. Voilà, j'ai pas vraiment besoin. Voilà. Ensuite, je vais faire un décalage. Donc, je vais utiliser la fonction décalage de la spline vers l'intérieur. Donc là, je vais inverser et je vais faire donc moins 3 mm. Voilà, donc là, j'ai une spline à l'intérieur. Je fais OK. C'est bon. Alors, ici, ça ne sert pas. Donc là, j'ai fait une petite bêtise, donc je vais retourner en arrière. Je vais juste sélectionner ça. Il n'y a que elle que je veux. Hop, voilà. Et que je vais faire moins 3 mm. Voilà, c'est bon. Là, j'ai ma spline, je suis content. Et ensuite, je vais faire une ligne qui part d'ici et qui va faire un petit bec vers l'extérieur. Voilà. Et ce petit bec vers l'extérieur, c'est le petit bec qui va nous permettre d'aller jusqu'au bord de l'objet. Donc là, il faut que je refasse apparaître l'objet. Voilà. Et ici, là, je vais aller chercher jusqu'à la partie extérieure de l'objet, pardon. Voilà, donc ici, il faut vraiment qu'on aille jusque là. Alors là, pas besoin d'aller jusque là, bien sûr. Il faut que j'aille jusqu'à la partie extérieure de l'objet pour pouvoir faire le petit bec. Et c'est ça qui va faire le rebord de la lampe. Alors, je vais dépasser un petit peu, comme ça, je risque pas, vu que ça va être un emporte-pièce, je risque pas d'avoir de problème. Là, je me mets à partir de la ligne intérieure jusqu'à ce point. Tac! Et voilà. J'ai fait ce que je voulais. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais supprimer les traits qui ne me servent pas. Donc, dans les traits qui ne me servent pas, ici, il y en a quand même quelques-uns. Donc ça ne sert pas. Alors ça non plus, d'ailleurs. Voilà. Ici, c'est bon. Voilà, donc là, on a bien les deux. Alors ça, par contre, ça ne sert pas non plus. Voilà. Là, je dois avoir un trait là. Non, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon. Ici, à gauche, je n'en ai pas. Donc tout va bien. Parfait. Donc ajustement, j'ai fini. Échappe pour quitter. Et je termine mon esquisse en cliquant ici. On va donc créer maintenant l'élément là. Donc pour ce faire, ça va être très simple. On va faire toujours, on va retourner en surfacique et on va utiliser le menu qui s'appelle Révolution. Alors, il va me falloir donc un axe. Alors l'axe, c'est pas bien compliqué. C'est ici. Et ensuite, on va prendre le ici contour. On va prendre le tracé de la ligne intérieure sans le chaînage. Voilà. Et sans ça. Alors, oui, il y a des erreurs, c'est normal. Donc là, on vient en arrière. Là, contour, donc je prends ça. Je désactive bien le chaînage. Hop, donc juste ces deux éléments. Et l'axe, c'est lui. Donc là, il me dit que le contour coupe l'axe de révolution. Je ne pense pas. Alors, on va s'assurer que c'est pas le cas. Si c'est le cas, on va corriger. Non, je pense pas, honnêtement. Que ça dépasse. Alors, on va corriger dans l'esquisse éventuellement. On va retourner sur l'esquisse. On va faire clic droit, modifier l'esquisse. Et on va s'assurer que ça ne dépasse pas. Donc là, on va faire ça et ça. Et on va faire une contrainte de coïncidence. Comme ça, on s'assure que ça ne dépasse pas. Voilà. Et puis, je peux reprendre ma révolution. Donc, contour, donc toujours lui. Sans le chaînage. Puisque sinon, ça revient. Donc là,
ici et ici. Voilà. Et l'axe ici. Voici, je n'ai plus d'erreur. Donc j'avais bien un petit décalage. Voilà. Donc là, ça me permet de créer ce corps surfacique. Et je fais OK. Donc là, j'ai 2 corps. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un corps volumique et un corps surfacique. Le corps surfacique ne coupe pas automatiquement le corps volumique. Voilà. Il est simplement, ils vont, on va dire, cohabiter. Pas forcément de façon très harmonieuse d'ailleurs, mais ils vont cohabiter, tout simplement. Donc, on va pas les laisser cohabiter longtemps. On va scinder. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser la fonction ici de solide scinder. Alors, scinder le corps, on peut le faire aussi bien avec un plan qu'avec justement une surface. Scinder le corps. Donc, j'indique quel est le corps à scinder. Donc, le corps à scinder, c'est ce corps-là. Et le corps que je souhaite utiliser comme outil de scission, c'est celui-là. Voilà. Là, hop. Voilà. Donc là, j'ai pris le corps surfacique directement. Voilà. Je fais OK. Donc là, je récupère maintenant 2 corps. Donc un corps volumique en bas, un corps volumique en haut. Ici, voilà. Donc tout simplement, ben, je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc je vais retirer cette partie-là. Donc je vais repartir sur cette partie ici. Là, ce corps-là, on va le masquer. Voilà. Et puis, on va retirer aussi ce corps-là. Il me reste ça. Alors, je peux faire directement, je peux supprimer ces corps, hein, si je veux. Alors attention, parce que supprimer, c'est pas vraiment supprimer, c'est retirer. Si on supprime quelque chose, en fait, on supprime la fonction. Supprimer la fonction, ça veut dire qu'on supprime, on va dire, ce qui permet mathématiquement de créer. Donc évidemment, c'est pas ça qu'on veut. Retirer, en revanche, ça permet d'enlever un élément. Alors pour l'instant, tant que j'ai pas terminé, je vais conserver ces corps juste masqués, mais en effet, en fin de travail, on fera l'opération et on pourra éventuellement les retirer. Alors, je vais maintenant, donc là, hop, j'ai ça, voilà, donc là, j'ai bien ce que je voulais. Et maintenant, je vais tout simplement réafficher mon esquisse. Donc là, l'esquisse ici, je vais faire réafficher. Donc là, voilà, je récupère bien mon esquisse. Et les, entre les deux, voilà, entre les deux, là, ici, voilà, cet espace-là. Et maintenant, cet espace-là, on va tout simplement faire une révolution. Alors l'axe, c'est celui-ci. Voilà, ça nous crée ça. On ne fait pas couper. On fait nouveau corps. Voilà, donc là, nous avons 2 corps volumiques. Et ce corps-là, et bien sûr, il va falloir le couper. Donc là, je coupe mon corps. Donc là, ici, je fais bien sûr scinder le corps. Je vais le couper. Mon outil de session, ça va être ici le premier plan. Là, je valide. Et je prends ce corps-ci. Je fais donc ici scinder le corps. Outil de scission. Alors, c'est outil de scission, c'est tout simplement ça. Je valide. Et là, j'ai trop de corps, donc ça s'en va, ça s'en va. Voilà. Ici, j'ai donc ça. L'esquisse, pour l'instant, j'ai plus besoin de l'avoir. Donc là, on voit que ça coupe légèrement, très légèrement ici. Donc, puisque ça coupe très légèrement ici, j'ai juste tout simplement à faire combiner. Le corps cible, c'est lui, donc c'est le corps extérieur. L'armature, c'est lui. Alors, si vous n'arrivez pas à le choper, il suffit tout simplement de le sélectionner ici.
Opération couper, c'est ce que je veux, c'est qu'il coupe, mais je veux conserver les outils, voire évidemment conserver les éléments extérieurs. Même pas d'ailleurs. Voilà. Hop. Donc je déconserve les outils. Donc là, si je conserve les outils, et ça. Alors, éventuellement, on va peut-être le mettre dans l'autre sens. Hop, alors. Donc on va prendre ça, mon corps cible, ça, mon armature. Là, il a bien coupé, c'est bon. Ça a bien fonctionné. Donc je fais conserver les outils. Donc là, nous avons maintenant tout ce qu'il nous faut. Donc là, cette partie-là, le corps 16 ne nous sert plus. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à fusionner les deux corps. Donc là, on va aller récupérer le corps 5. Hop. Combiner le corps 5 avec le corps 15. Cette fois-ci, on fait joindre. Et surtout, on ne conserve pas les outils parce que sinon, on va conserver beaucoup trop d'autres corps. Voilà. Alors, lequel est cible, lequel est armature, ça pose pas trop de différence entre les deux. Et on fait OK. Voilà. OK. Là, on est bon. Voilà. Donc maintenant, nous n'avons plus qu'un seul corps. Alors, on a une arête qui n'est pas très agréable ici. C'est une jonction. Donc on va faire un petit congé de 20 mm pour arrondir. Ça, c'est l'astuce. Hein. Dès que vous avez une arête qui est trop saillante, vous faites un congé avec un gros rayon. Voilà. Et vous voyez, ça adoucit tout de suite le problème. Hop. On va en faire un deuxième de l'autre côté. Puisque nous avons la même arête saillante ici. Voilà. On a la même des deux côtés. Là. Voilà. Donc, un petit congé. Ici. Également de 20 mm. Voilà. Là, on a tout ce qu'il nous faut. Alors là, on a donc un quart de l'objet. Pour faire les 3 autres quarts, bien évidemment, on va pas le faire. Donc on va faire tout simplement un réseau circulaire. Donc, je vais faire un réseau circulaire. Type d'objet, donc c'est un corps, puisque je vais prendre tout de suite le corps. Bien entendu, je ne vais pas faire fonction par fonction. Hein. Alors, par contre, il me faut un axe. Alors l'axe, on a l'origine qui n'est plus active, mais qu'on va réactiver. Et je vais prendre l'axe vert. Donc là, il m'en propose 3 par défaut. Je vais faire 4, bien sûr, pour avoir 4 quarts. Et je valide par OK. Alors maintenant, ça va créer évidemment beaucoup de corps, puisque vu que j'ai créé une répétition sur un corps, ça me crée d'autres corps. Donc je vais masquer mon origine. Je vais sélectionner ici combiner, et je vais combiner tous les autres corps. Alors, revenu survenu. Non. Alors, on recommence. Combiner. Corps cible, lui. Armature, lui. Ouais. Bien pas voulu. Alors, pourquoi je peux pas les joindre? Pourtant, elles sont bien jointes. Pas de problème. Alors, hop, combiner. Opération joindre. Alors là, on voit bien que il s'en sort pas. Voilà, il s'en sort pas. Alors, la petite astuce quand ça ne fonctionne pas, ça va être tout simplement de, bien
dépasser un peu, voilà, de dépasser un peu sur l'intérieur. Donc là, ici, pourtant, j'ai bien des éléments qui chevauchent. Enfin, qui ne chevauchent pas, mais qui sont exactement de la bonne dimension. Alors, quand ça ne fonctionne pas, là, on va revenir légèrement en arrière. Donc ici, là, voilà. Et on va tout simplement utiliser une petite fonction qui va nous permettre de tricher très légèrement. On va aller sélectionner cette face et on va faire ici appuyer tirer. On va appuyer de 0,1 mm. Je valide par OK. Et maintenant, je vais réappliquer tout ça. Donc là, je déborde de 0,1 mm de chaque côté. Et donc maintenant, je peux faire ici combiner, corps cible celui-là, armature celui-là. Alors, je suis joindre, il ne veut pas. Donc, quand ça ne veut pas, en fait, souvent, il faut redémarrer le logiciel. Donc là, on va enregistrer. Là, on va l'appeler donc lampe. Voilà. Et souvent, il suffira de redémarrer le logiciel. Donc ça, on le fera après. Bref, ici, pour l'instant, donc on est bon. Et maintenant, il va falloir faire l'abat-jour. Donc, pour faire l'abat-jour, on va tout simplement donc poser notre élément. Donc là, ici, on va laisser tranquillement. Et on va ensuite créer notre esquisse. Donc, on va aller faire une esquisse qui part de là-haut. Et on va aller tout simplement nous occuper de notre pied. Alors, on va évidemment faire une zone d'intersection. Donc pour ça, je vais éteindre et redémarrer le logiciel pour pouvoir réaliser donc un seul corps. Et ensuite, comme ça, je pourrais eh bien, faire une révolution du pied. Et ensuite, je pourrais tout simplement venir raccorder. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc pouvoir faire notre pied. Pour ce faire, je vais donc faire une analyse de section ici. Je vais faire une coupe sur ce plan. Voilà, hop, je valide. Et comme ça va me permettre de pouvoir directement me positionner ici pour faire mon esquisse. Donc, je vais faire une esquisse sur le plan, bien sûr, de milieu. Alors là, je me suis mis sur la face avant. Globalement, on peut se mettre sur n'importe quelle face, hein, ça change pas grand-chose. On va dessiner le pied pour l'instant sans trop se préoccuper. Donc, je vais me mettre en dessous. Voilà. Et je vais dessiner sans trop me préoccuper de l'ensemble. Donc je vais commencer par faire un trait vertical qui va servir d'axe. Donc là, je fais un trait vertical. Alors je descends, évidemment, quand même, il faut bien qu'il soit au milieu. C'est quand même bien mieux. Voilà. Et ensuite, on va faire donc ici une descente. Comme ceci. Voilà. Alors ici, je vais faire carrément un... Je vais faire le chanfrein directement ici, comme ça. Voilà. Donc ensuite, on va faire une petite, un petit élément comme ça ici. Voilà. Alors là, quand vous constatez, quand je prends l'outil, prêt, si je maintiens la souris, là, je maintiens la souris, et bien en fait, ça me crée tout simplement ça me crée un arrondi, hein, c'est ça que je voulais, donc je continue. Voilà, ici, là, je continue comme ça. Bon, il faudra mettre un certain nombre de contraintes, hein, hein. Ici, on va continuer avec... Alors, je suis pas dans le bon sens, c'est pas grave. Et donc là, hop, ici comme ça. Ah, il veut pas. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. C'est pas grave. Et donc, on va repartir
Ensuite, il va falloir que je fasse des des ouais, une spline, un arc par 3 points. On va faire un arc par 3 points. Voilà, ici. Donc, le point suivant. Voilà. Pas vraiment ça que je voulais, hein. Pas dû prendre le bon outil. Non. Donc, arc par 3 points. Là. Comme ça. Tac. Ensuite, même punition, une deuxième fois. Là. Ensuite, là, je vais faire une spline jusqu'en bas. Là, on pourra éventuellement jouer sur la spline. Et puis, un petit trait. Et on revient au point de départ. Voilà, ici, toi, il faut que tu descendes. Jusque là. Hop! Et donc là, j'ai quelque chose qui ressemble pas à grand-chose, mais on va gérer. Donc ensuite, on va indiquer un certain nombre de cotations pour pouvoir travailler correctement. Donc là, ici, là, j'ai une cotation qui fait non pas 600, mais 265. Alors là, ça va faire mal, parce que évidemment, ça referme tout. Donc pour l'instant, je vais pas mettre cette cotation, je vais faire un CTRL Z. Voilà, pas mettre cette cotation. Je vais commencer par les plus petites cotations. Je vais commencer par donc la partie du haut. Donc là, ici, nous avons une cote là de 10 mm. Ensuite, là, on a une cote ici de 2,5 mm. Voilà. Là, j'ai pas mis grand-chose. Ici, donc on a ça. Là, il va falloir que j'indique une dimension là. Ça serait bien. Voilà, alors qu'il fait pas du tout 55 mm. Et 13 mm 6. Voilà. Alors là, on n'est plus du tout centré, mais c'est pas grave, hein. Y a pas de problème. Donc là, la partie du haut ressemble un petit peu. Là, ici, je vais mettre un angle à 45 degrés. Donc là, entre là et là, voilà, un angle à 45 degrés. Ici, c'est vertical, donc on n'a pas besoin d'indiquer un angle. Et ensuite, on va indiquer donc par en bas. Alors là, oui, c'est un petit peu... Il y a un petit peu de travail là quand même. Cette partie-là. Ok. On va s'occuper donc de la partie basse. Et là, je vais indiquer donc la base qui fait 71. Voilà. Ici, entre là et là, on met 37. Euh, Entre ce point-là et ce point-là. Ah, non, pas dans ce sens-là. Là, il commence à être bien contraint. Alors, ici, entre... Donc, là, j'ai mis 37 ici. Ok. Là, on a nos deux éléments. Alors là, entre là et là... Voilà. Ici, nous avons 13. 13 mm. Ensuite, on va descendre entre là et ici. Voilà. Là, nous avons 137 mm. Donc, alors là, ici, j'ai... Hop.
Voilà. Et là, ici, j'ai 3 millimètres. Voilà. J'ai mes 71 et je vais pouvoir mettre cette fois-ci mes 265 ici. Toujours pas. Alors, j'ai pourtant indiqué... Ah oui, j'ai pas mis beaucoup sur la partie haute. Faut que je mette un peu plus de cotation sur la partie haute. Voilà, pour que cette partie-là soit beaucoup plus... Et là, que ça revienne beaucoup plus par là. Le rayon ici, il fait... Et pas 31. Le rayon ici, il fait 1,5. Évidemment, ça va donner un résultat qui va être bien différent. Donc là, on va remonter. Là, on va remonter de là. Voilà. Là, ici, ça va venir comme ça. Et là, je pense que je vais pouvoir mettre... On n'oublie pas de faire un double échappe. Là, on fait des bêtises. Et là, est-ce que mon 265 va passer? Oui. Voici mon 265 qui passe. Bon. Alors après, entre guillemets, c'est artistique, hein. C'est-à-dire que là, après, on fait un petit peu... Hop, on quitte. Là. On fait un petit peu ce qu'on veut. Ici, là, voilà. Là, on va avoir... Alors, sur cette spline, on va faire quelque chose qui est un petit peu bombé. Ou qui est un peu en creux. Là. Là, je vais faire un petit truc un peu en creux. Voilà. Là, on va pouvoir jouer un petit peu avec les deux tangentes qui sont là. Là. Là, ici, on va pouvoir jouer un petit peu avec ça. Faire quelque chose d'un peu plus bombé ici. Voilà. Bref, on peut jouer un petit peu avec tout ça. Ah, pas jusque-là quand même. Voilà. Hop. Là. Voilà. Ici, on peut jouer un petit peu avec tout ça. Et ce qui est important maintenant, ça va être de relier ça en haut. Et c'est pour ça qu'on a fait ici un élément. Donc là, ici, en fait, je vais récupérer via projeter, inclure. Je vais récupérer ici ça. Donc je récupère juste la ligne. Je fais OK. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et je vais tout simplement aller me positionner. Alors, bien sûr, là, je vais repositionner ceci et le gizmo en disant qu'ils doivent être là. Voilà. Et maintenant, je vais prendre tout ça. Et je vais remonter. Pour dépasser très légèrement. Je dépasse très légèrement. Donc là, vous voyez, on a fait un petit... cette petite chose-là, ça doit dépasser. Voilà. Alors là, ça dépasse un peu trop. Voilà. Et là, je dois terminer mon esquisse. Alors là, ah oui, c'est bien déplacé. Ok, donc on va faire CTRL Z
Alors, je crois que j'avais mis pourtant une dimension. Ok, donc là, on va déplacer tout ça. Hop. Je suis bien en esquisse, c'est bon, oui. Donc là, ici, on va déplacer ça. Oui, ça déforme. Alors, hop, ça revient avec. Là. Là, ici, ça, on va le mettre avec le gizmo. Tac. Ah, non, c'est ce que je voulais faire. Là, ça, avec le gizmo. Voilà. Et là, on va remonter. On va voir ce que ça va donner en remontant. Hop. Là, ça fait bien tout remonter. Non. Alors, il faut que ça remonte également. Donc là, on va mettre des contraintes. Hein, parce que... Là. Voilà. Ici, on va mettre quelques contraintes. Parce que sinon, ça va pas fonctionner du tout. On va mettre une contrainte ici. Hop, avec ça. On va faire 16 mm. Voilà. Et donc, là, on va remonter. Voilà. Et là, normalement, ça devrait, voilà, se comporter correctement. Et on va remonter donc jusqu'en haut. Tac. Voilà. Et ici. Voilà. Je termine mon esquisse. Je vais maintenant demander une révolution. Donc le contour, c'est celui-là. L'axe, c'est celui-là. Voilà. Ici, opération nouveau corps. Hop. Ce corps nouveau que l'on vient de créer, alors, il s'appelle, et je ne sais pas où. Alors, oui. Logiquement, il a dû se mettre ailleurs. J'ai pas été le mettre dans le pied, c'est ballot. Il est directement ici, pas très grave. J'irai le mettre, donc là, hop, il ira partir dans le pied, hein, après, pas très grave. Voilà, et là, ici, il va falloir qu'il coupe ça. Donc, je vais prendre ça, et je vais mettre, donc ici, combiné. Donc, le corps cible, c'est celui-ci. Et l'armature, c'est celui-là. Hop. Là. Non. L'armature, c'est celui-là. Et je vais demander couper. Conserver l'outil. Et là, si j'enlève ce corps, on repère bien qu'on a le trou qui a été effectué. Alors, il faut faire ça sur les 4 autres. Hein. Donc là, je vais enlever mon outil d'analyse. Et je vais donc réactiver le corps et refaire combiner. Donc, à nouveau combiner. De corps cible, lui, sur ce corps. Conserver l'outil. Voilà. On refait une troisième fois. Combiner. Corps cible, celui-ci. Armature, celui-là. Conserver l'outil. Et une dernière fois. Hop. Et ici. Conserver l'outil. Voilà. Donc maintenant, à partir de ce corps, je vais lui demander de faire un composant. Mais avant, il va falloir donc que je mette les petites douilles. Donc pour ce faire, je vais donc supprimer, enfin masquer tous ces corps-là pour qu'il ne me reste que ça.
Donc ici, on va positionner sur mon plan de gauche, je vais demander un plan de décalage. Donc je vais me décaler ici. Voilà. Donc je mets mon plan de décalage. Ensuite, une fois que j'ai mis mon plan de décalage, donc là je suis à moins 15 mm, je fais OK. Et on va venir là-dessus, on va créer une esquisse. Et je vais tout simplement y positionner. Là, je remonte. Et je vais positionner la place pour y mettre la douille. Alors, les douilles, pour ça, font du 16 mm de diamètre. Voilà, donc là, on est bien sur une douille en G4, c'est-à-dire les douilles pour les petites ampoules 12 volts. Donc, hop. Je vais maintenant faire un trou. Alors, volontairement, j'ai pas mis plus large pour que ça rentre à forcer. Ni plus ni moins. Extrusion. Donc là, je demande une extrusion vers l'intérieur. Là. Je vais rentrer de 4 mm. Et un peu plus. On va le régler. 4 mm. Allez. 6 mm peut-être. Voilà. Ah non, toujours pas. Ah, c'est que mon corps est... Non. C'est moi qui fais une bêtise. Mon plan est trop près. Donc, modifier la fonction. Moins 13 mm. Voilà. Bon. OK. Maintenant, on prend cette fonction. On fait donc ici créer... non, pas du tout. Pardon. La symétrie miroir. Tac. Créer réseau circulaire. Alors, objet, c'est ça. Axe, donc je chope l'axe ici. Et il m'en faut 4. Alors, pourquoi erreur? Je ne sais pas. Ah, j'ai une erreur carrément sur le réseau. Donc, on recommence. Réseau circulaire. Type d'objet, fonction. La fonction, c'est celle-ci. L'axe, c'est celui-là. 4. Voilà. Donc, il l'a bien fait. Maintenant, il va falloir mettre le trou pour passer les fils. Donc, on va faire un trou par en dessous jusqu'à ici. Donc là, on va faire un trou cette face-là. Ici, donc là. Alors, on va mettre 15 mm, 14 mm. Allez, hop, ça suffit. Donc, je vais percer ça, donc terminer l'esquisse. Je sélectionne, je fais une extrusion vers le haut. Hop, jusqu'à atteindre ce niveau-ci. Alors, il ne faut pas dépasser de trop. Parce que si on dépasse de trop, évidemment, on va avoir un problème qui est que les fils vont se emmêler. Voilà. Et puis maintenant, il me suffit d'aller percer au fond. Donc, une esquisse. Je vais percer au fond, cette fois-ci, pour la largeur uniquement des fils. Alors, les fils, ici, on a besoin de 9 mm pour passer les fils. 9 mm. Je vais faire ça. Je vais faire une extrusion donc vers l'intérieur. Et je vais faire tout simplement une détendue. Voilà. Je vérifie dans l'objet à couper que j'ai bien que ce corps-là. Pas de problème. Voilà, donc ça coupe dans ce sens-là. Là, on trouve bien le trou vers le bas. Et ici, on va prendre cette fonction. Alors, je vais prendre la fonction qui est ici. Je vais demander
Donc, alors soit je demande un réseau circulaire, soit je demande, soit je refais, hein, la même durée pour faire les deux. Voilà, quantité 4. Voilà, et là, j'ai bien tous les trous, voilà, pour passer les fils. Ensuite, il me reste en bas à faire une esquisse. Donc ici, sur mon plan de gauche, je vais faire une esquisse sur le plan de gauche. En bas, pour faire... Donc là, je vais m'accrocher ici. Alors, si on n'arrive pas à s'accrocher, toujours pareil, on fait projeter, on projette ce point, on valide, et on va faire la place pour passer un demi-câble. Alors mes câbles, le câble final, il fait donc là par contre on passe le demi-câble, donc il va falloir mettre au moins 16 millimètres. Là, on valide. Alors, ça paraît gros, mais faut dire que le câble va passer que ici. Et là, ici, je vais tout simplement me servir de ça. Demander une extrusion dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et cette fois-ci encore, une fois. Donc, ouf. Et voilà. Et ici, on va terminer par faire une zone technique. Donc, encore une extrusion. Là, ici, je vais faire, à partir de ça, je vais faire 60 millimètres. C'est bien suffisant. Et je fais ici, tac, hop, contour, donc celui-là, vers l'intérieur. Contour, celui... Alors, un seul, c'est mieux. Ok, voilà. Vers l'intérieur. Je rentre de 16 millimètres. De moins 16 millimètres, pardon. Et ça me fait une zone technique, ici, voilà, dans laquelle je vais pouvoir cacher les câbles. Alors là, ici, on remarque qu'on a conservé donc cette zone-là, hein, ça n'a pas été coupé, c'est fait exprès, puisque ça va permettre de guider le fil jusqu'ici, et là, on va pouvoir mettre les, soit les wagons, mettant des tout petits wagons. Après, on peut toujours faire un ajustement, voilà, et comme ça va permettre que la lampe fonctionne correctement. Ici, cette partie-là, il faudra la cacher avec une feutrine, et le câble sortira directement sur le côté, et ça sera parfait. Je remets donc mon abat-jour. Voilà, je remets mon abat-jour. Donc là, ici, on a les petites ampoules G4 qui vont se mettre entre deux zones. Alors, on pourrait les mettre ici également, on pourrait tourner. Hein, de toute façon, là, ici, l'ensemble, ça va pouvoir tourner. Hein, donc, vous allez pouvoir le mettre. Je me suis positionné volontairement ici pour m'assurer que même si l'abat-jour tourne, les ampoules G4 ne vont pas taper ici. Alors bien évidemment, si on imprime en PETG, il va falloir utiliser uniquement des ampoules à LED. Hein. On va pas tenter le diable à sortir de l'halogène qui peut monter à plusieurs centaines de degrés. Voilà. Si la forme ici ne vous convient pas, ben, libre à vous de pouvoir la modifier. Hein. Moi j'ai trouvé que c'était sympa cette forme qui rentre un petit peu, mais bien sûr, c'est chacun ses goûts. Voilà. Alors ici, on va mettre, donc évidemment, sur ces corps, on va pouvoir éventuellement leur appliquer des matériaux. Hein. Donc là, ici, matière physique. Donc là, je vais mettre, quand ça veut bien démarrer. Voilà. Donc là, ici, dans les plastiques, on va aller chercher, donc, alors pas de l'acrylique transparent, je voulais mettre du PET. PET, 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 PET. Voilà. Alors, comme je disais, on va imprimer en PETG, mais voilà. Alors là, il est vraiment transparent. Peut-être que ça... Non, c'est vraiment totalement transparent. J'ai pas un truc qui est moins... Peut-être que le PTFE est moins transparent. Voilà. Bon.
hop, hop, hop. Et puis là, en bas, on va mettre, alors pas du nylon. Ça pourrait être rigolo quand même de mettre un vitrage euh, faible émission. Ça donnerait quoi ça? Bon, ça donne quand même ça. Ah, sympa. Voilà. Vitrage bronze. Enfin, imitation bronze dans notre cas. Là, ok. Tac. Et puis ici, on va pouvoir mettre une imitation bois. Alors maintenant, on a des très beaux filaments d'imitation bois. Voilà, acajou. Très bien. C'est un petit peu sombre. Là, cerisier. Voilà. Et là, nous avons terminé notre pièce. On va masquer les éléments de construction. On n'en a plus besoin. On va masquer. Bon, l'origine est déjà masquée. Voilà, les esquisses, on va les enlever. Et voilà, nous avons notre objet. On peut maintenant, si on le souhaite, en faire. Donc là, je vais l'enregistrer déjà. Hop, l'enregistrer, CTRL S. Alors même si là, nous avons encore plusieurs corps, c'est pas problématique puisque à l'impression 3D, de toute façon, le slicer va gérer ça parfaitement. Et ici, on va faire ici éventuellement un rendu. Voilà. On se positionne correctement. Voilà. Tac. Et on va faire un rendu ici. Donc rendu. Paramètre de rendu. Là, je vais faire un paramètre de rendu pour impression. Voilà, quand même, c'est plus sympa. Voilà. Moteur de rendu dans le cloud. OK. Là, il me dit que c'est inférieur à 20 minutes. J'aurai un beau petit rendu. Je mettrai le rendu en photo dans le, dans le YouTube. Et puis voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc là, vous allez pouvoir vous amuser. N'hésitez pas à m'envoyer si vous avez fait d'autres petites modifications, d'autres versions de cette petite lampe. N'hésitez pas à me les montrer, ça peut être sympa. Et puis bah, bonne impression, voilà. Alors quelques conseils quand même avant de terminer sur l'impression. Ici, donc là évidemment ça va être très compliqué d'imprimer sans support. Donc l'idéal c'est d'utiliser un plastique qui va facilement se décrocher des supports. Et puis eh bien le pied, logiquement puisque nous n'avons fait que des trous ronds, il n'y a pas besoin de support. Et pour terminer, donc au niveau des trous ici pour positionner les éléments G4, eh bien volontairement ils sont faits de la même dimension pour qu'on positionne le G4 à forcer. Voilà. Tout comme ici, voilà, la sortie va se poser à forcer, ce qui va permettre de ne pas avoir besoin d'utiliser de colle. Voilà. C'est toujours plus intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai volontairement pas du tout créé de jeu. Au niveau de la hauteur de notre pied, on est donc sur une hauteur de totale, pardon, de 265 mm, donc de 26 cm, ce qui peut en effet rendre cet élément difficile à imprimer. Alors on peut gérer ça en l'imprimant en deux pièces, hein. Il suffit de faire une coupure ici, hein, voilà, faire une coupure ici. Ça permettra également, le fait de faire une coupure, ça permettra également de faire passer le fil plus facilement. Et ensuite, bah, tout simplement, là par contre, soit vous mettez un point de colle, soit on fait tout simplement un emboîtement à ce niveau-là, hein. On fait un petit emboîtement à ce niveau-là de cette partie dans l'autre. Il n'y a pas de problème, c'est facile à faire, hein, puisque on va le faire directement ici avec l'outil scinder le corps. On scinde en deux et puis on utilise la coupe que nous avons faite pour créer l'emboîtement à l'intérieur, un bon emboîtement à forcer. Ça peut être bien pratique aussi pour nous éviter d'avoir utilisé de la colle. Ça permettra de faire passer le fil plus facilement. Alors j'ai trouvé sur Amazon, il existe des douilles G4 pour vraiment très très peu cher, hein. On est aux alentours de quelques 1 euro la douille, 2 euros la douille, avec directement le fil soudé dessus. Donc là, comme ça, vous avez juste besoin de mettre ici les wagots, de ressortir avec un joli fil, et puis le joli fil, on le met sur un 12 volts, donc sur un transfo 12 volts,
qui se trouve également aussi sur Amazon pour 6 € je crois et ça sera bien suffisant pour notre lampe. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc amusez-vous bien, envoyez-moi les résultats lorsque vous les avez réalisés, portez-vous bien et prenez soin de vous, de vos proches et à très bientôt pour la prochaine vidéo.